a rajouté un renforcement moteur à la rééducation dite conventionnelle. Vous savez, quand on était à l'école, on apprenait qu'il ne fallait surtout pas soumettre les hémiparésies à des poulies. Donc, évidemment, on l'a étudié depuis, et on a prouvé qu'un renforcement moteur pur, donc un exercice de renforcement associé et ajouté à la thérapie conventionnelle, améliorait la fonction motrice du bras par rapport à la simple kinésithérapie sans renforcement. Et puis, il y a eu le grand papier dans le New England, il y a à peine 1 an et demi, de l'eau, qui montre que la simple quantité de mouvements pratiqués, indépendamment de la durée de la rééducation, mais la simple quantité de mouvements pratiqués était utile à la récupération motrice du patient. On a notamment comparé des séances avec 1 millier de mouvements, c'est les séances imposées par le robot, il s'agissait d'études assistées par la robotique, à des séances conventionnelles où on estime en gros avec l'un qui a à peu près une 30aine de mouvements actifs dans une séance de kinésithérapie conventionnelle, et on a prouvé l'importance du nombre de mouvements pratiqués, indépendamment de la durée, dans ces études. Donc véritablement une évidence considérable aujourd'hui en termes de durée de travail, c'est positif, nombre de mouvements, c'est positif, intensité, c'est-à-dire difficulté du mouvement effectué, renforcement moteur, c'est positif. Alors qu'est-ce qu'on sait maintenant d'un troisième type de plasticité qui serait une plasticité non pas stimulée par un entraînement ou par la lésion, mais stimulée par la prise d'un médicament. On est médecin, et depuis une 60aine d'années, la médecine modernisée, c'est des médicaments. On donne des médicaments aux gens, des pilules, des gélules. Alors qu'est-ce qu'on a prouvé? On a quelques évidences. Des gélules de type dextroamphétamine, c'est un ordre énergique, ont prouvé chez le sujet sain être capable d'augmenter la plasticité du cortex sain. Et on a fait les mêmes études chez les patients à la phase aiguë des accidents ischémiques cérébraux. On a prouvé, il y a des petites études qui ont été prometteuses, mais les grandes études contrôlées qui ont été publiées dans les années 2000 sont négatives. Alors il faut ajouter à cette négativité récente des études le fait que la dextroamphétamine, ça reste un excitant cardiaque, ça reste un médicament qui peut donner des hypertensions, etc. Donc on est là dans un registre un petit peu scabreux, on donne des médicaments qui ne sont pas forcément positifs pour des patients vasculaires. Un autre type de molécule qui a été testé dans les dernières années, c'est les agents dopaminergiques. Alors là, il y a un petit peu plus d'évidence, un petit peu plus solide. On sait chez le sujet parétique qu'une seule dose, une dose unique de lévodopa prise dans la phase aiguë après l'AVC augmente l'apprentissage d'un programme moteur à court terme, le même jour, par rapport à une placebo. Et lorsqu'on a fait des études contrôlées sur quelques semaines, on a trouvé quelques bénéfices de l'usage de la lévodopa, c'est-à-dire Sinemet, Modopar, Stalevo, sur la récupération motrice. Alors ce sont des bénéfices modestes, ce n'est pas quelque chose de très très franc, et on peut se demander aujourd'hui s'il faut se jeter sur ces médicaments chez les patients. Est-ce que ces bénéfices cliniques sont vraiment si significatifs que ça pour le patient? Et puis à quoi ils sont dus? Est-ce que c'est l'effet antidépresseur qui vous savez est majeur avec la lévodopa? Est-ce que c'est un effet de facilitation de la plasticité? Ça n'a pas été prouvé. Et puis ensuite, quelle est la tolérance à long terme de cette prise chronicisée de la lévodopa? On sait les effets cardiaques et psychiatriques de ce type de médicaments. Donc, personnellement, je ne me suis pas jeté sur ce type de médicaments pour les patients et je crois que la plupart de mes collègues font pareil. Beaucoup d'entre nous sont relativement prudents avec l'utilisation, notamment chronicisée, de la lévodopa en post-AVC. Un troisième type de médicament encore plus récemment étudié, peut-être un peu plus à la mode, c'est les sérotoninergiques. Alors qu'est-ce qu'on sait? Chez le sujet hémiparétique, on sait que 2 sérotoninergiques ont été utilisés, le citalopram et le Prozac, la fluoxétine. Et on voit effectivement, notamment l'étude publiée dans le Lancet Neurologie par Cholet à Toulouse juste l'année dernière, on voit effectivement qu'on a un bénéfice, là encore pas extraordinaire, mais il y a un vrai bénéfice sur des scores de déficience motrice. Alors, est-ce que ce bénéfice vaut la peine? Est-ce que la tolérance sur le long terme, on sait que la fluoxétine et le citalopram donnent des problèmes digestifs, un peu de nausée, un petit peu de diarrhée, un petit peu d'encombrement. Est-ce qu'on a là une classe médicamenteuse qui sera digne d'utilisation? Je pose la question. Moi, je n'ai pas de réponse précise, je n'ai pas de réponse tranchée. Je crois que c'est intéressant, je crois qu'il faut peut-être plus d'études, peut-être un peu plus le long terme, mais c'est peut-être de ces 3 classes médicamenteuses, entre les amphétaminergiques, les dopaminergiques et les sérotoninergiques, c'est peut-être celle qui a le plus de futur. Alors je vais passer... la dernière thérapie chimique dont je voudrais parler, qui est à mon avis la plus importante de toutes, c'est les GABA. Alors les agents GABAergiques,
ont été prouvés chez le sujet sain être des inhibiteurs, cette fois-ci des inhibiteurs de la plasticité cérébrale. Les études de ONIH, de l'équipe de Leonardo Cohen, le prouvent très très clairement. Vous donnez un agent GABAergique, une benzodiazépine quelconque, à un sujet avant de faire un programme d'entraînement et vous avez moins de progrès et moins de plasticité cérébrale en post-entraînement. Les études chez le rat étaient douteuses, mais certainement lorsqu'on fait des méta-analyses chez le patient, et Goldstein dans les années 90 l'a fait, on prouve bien que tous les patients qui sont chroniquement sous antihypertenseurs, sous inhibiteurs de la dopamine, c'est-à-dire sous neuroleptique, sous benzodiazépine, sous phénitoïne ou autres antiépileptiques, ont des récupérations moindres que les autres. Donc on a ces méta-analyses. Il suffit, alors il y a certaines classes médicamenteuses qu'on ne peut pas éviter chez certains patients, comme les antihypertenseurs ou certains antiépileptiques, mais si on peut au moins essayer d'éviter les GABAergiques, c'est peut-être un progrès pour notre traitement des patients. Je parle des benzodiazépines, je parle du baclofène également. Alors, je vais passer rapidement sur les thérapies qui ne sont pas encore actualisées chez l'homme. Donc, juste, je passe, ne cherchez pas à lire les diapositives qui viennent, il y en a 2-3. L'acide rétinoïque chez le rat, la noradrénaline, on vient de l'en voir, et surtout les statines sont des molécules dont on va bientôt tester l'effet augmentateur de la plasticité chez l'homme. Les statines ont donné lieu à des études très troublantes, très édifiantes chez le rat et chez le primate. Et on a là peut-être avec des statines un traitement qui non seulement diminue le cholestérol, mais qui serait peut-être aussi un traitement neuroprotecteur, voire neuroproliférateur, et d'où l'explication possible de cette meilleure fonction des patients AVC sous statine chroniquement après l'AVC. Je passe sur l'érythropoïétine. Alors, on termine avec les thérapies chimiques, cette plasticité post-chimique, cette plasticité influée, impactée par des traitements chimiques. Avec la toxine botulique, il n'y a pas que des médicaments à diffusion centrale qui ont une influence sur la plasticité. La toxine botulique, je passe, a des effets plastiques qui sont ni vraiment positifs ni vraiment négatifs. Il y a des effets modificateurs de la synaptogénèse corticale après injection de toxine. Je passe rapidement, c'est juste pour dire qu'on a aussi des effets centraux à partir d'interventions périphériques chimiques comme avec la toxine botulique. Je vais terminer rapidement sur 3 dernières méthodes. Une plasticité cérébrale qui serait non pas post-lésionnelle, non pas comportementale, non pas chimique ou post-chimique, mais une plasticité post-électrique. Vous avez des méthodes qui ont été bien évaluées, bien établies chez le primate, de stimulation corticale électrique qui réveillent la plasticité, qui sont favorables à la plasticité périlésionnelle. On a prouvé, en combinant un entraînement chez le primate avec une petite stimulation corticale sous le seuil moteur, donc il n'y avait pas de contraction motrice, donc combiné à l'entraînement, qu'on avait une meilleure représentation de la main après quelques semaines d'entraînement avec stimulation. Donc ça a été le point de départ d'expériences faites chez le sujet accident vasculaire cérébral. On utilise aujourd'hui la stimulation magnétique répétée, qu'on appelle RTMS dans la littérature, et puis une stimulation qu'on appelle continue anodale. Les deux ont des propriétés d'augmentation de la plasticité, et la stimulation magnétique répétée ne le fait que si elle est suffisamment rapide, à 5 Hz et plus. Je passe car ces études sont encore très préliminaires sur le plan clinique à long terme, et même sur le plan, je dirais, de l'évolution de l'imagerie fonctionnelle. L'avenir, 2 points. La thérapie génique, ça existe chez le rat depuis un certain nombre d'années. On est dans des études qui ont été commencées au milieu des années 2000. On a prouvé en injectant des virus qui portaient le gène d'un facteur de croissance qu'on pouvait réveiller de la plasticité périlésionnelle. Bien sûr, ces études ne sont pas encore en cours chez l'homme, mais elles le seront un jour. Les études chez l'animal ne sont pas si positives que ça pour l'instant. Elles le sont en termes de prolifération dendritique et d'augmentation de, je dirais, de la représentation du membre. Elles ne sont pas positives en termes de la fonction récupérée. Donc, je passe, mais c'est tout de même un avenir. On aura, en médecin rééducateur, on aura probablement à collaborer avec ces études tôt ou tard. De façon similaire, la thérapie cellulaire, l'injection de neuronimature. On a fait des études chez le rongeur où on a injecté dans les régions périlésionnelles des neurones immatures, et on a commencé à voir effectivement qu'il y avait d'abord une survie des neurones injectés, et 2, on
on a favorisé la plasticité périlésionnelle là aussi. Là encore, en termes de fonction, ça n'a pas l'air très très positif. Tout ça n'est pas encore à l'ordre du jour chez le patient, mais clairement, ça fait partie des choses qu'on étudie chez l'animal qui vont tôt ou tard venir dans nos études. Alors pour conclure, on vient de voir un certain nombre de types de plasticité cérébrale. La plupart des facteurs stimulant la plasticité sont bien des facteurs facilitateurs de la plasticité. Beaucoup sont non seulement facilitateurs, mais guident cette plasticité, guident la synaptogenèse nouvelle. Et puis un certain nombre de facteurs sont inhibiteurs. Alors on a vu la lésion, on a bien vu que la lésion, notamment centrale, est un facilitateur. J'ai mis supérieur à périphérique parce que si vous amputez un membre, vous savez qu'il y a là aussi des réorganisations corticales. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On a vu les stimulations. Là, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des programmes de stimulation périphériques qui sont capables de réveiller une plasticité corticale contralatérale. On a vu les traitements chimiques facilitateurs de ces phénomènes, notamment les sérotoninergiques, peut-être les dopaminergiques, les amphitaminergiques sûrement. Et là encore, un impact de certains traitements périphériques. On a vu que dans l'avenir, on aura affaire à des thérapies géniques et cellulaires qui sont pour l'instant très très peu efficaces chez l'animal et qui ne guident pas grand-chose pour l'instant. Et enfin, je termine par le plus important, c'est le comportement du patient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? La lésion, elle est clairement inductrice de plasticité qui permet cette récupération précoce. La stimulation électrique, elle est à l'étude. On commence à l'utiliser pour les services et les centres qui ont des stimulateurs magnétiques ou des stimulateurs électriques anodo. On va dire que c'est peu répandu et peu important pour l'instant. De façon similaire, les traitements chimiques, on a des traitements facilitateurs qui sont pas faciles d'utilisation, les amphitaminergiques et les dopaminergiques. La sérotonine est un point d'interrogation. Les thérapies géniques et cellulaires, on n'est que chez l'animal et c'est vraiment une perspective incertaine pour l'instant. Par contre, l'expérience comportementale, c'est énorme, c'est cette plasticité liée au comportement dont c'est notre rôle de stimuler chez le patient. Attention aux interventions qui empêcheraient la plasticité. Certaines stimulations électriques à basse fréquence, mais peu importe. Certainement des GABAergiques. On a, avec l'utilisation généralisée du GABAergique, une utilisation généralisée d'un empêchement de la plasticité périlésionnelle du patient. Attention, enfin, aux sous-utilisations qui sont des inhibiteurs de la plasticité. Donc on se rend bien compte ici que nous, on peut intervenir sur le facteur qui est en bas, l'expérience comportementale. Il faut, à part peut-être dans les 2-3 premiers jours, arriver à obtenir du patient une hyperutilisation, un entraînement actif pour favoriser les facteurs de plasticité. Donc contrainte, répétition, intensité, alors que le repli, la non-utilisation, la passivité sont prouvés, et sur le plan biochimique et sur le plan neuronal, être des inhibiteurs de plasticité. Pour terminer, nous devons sortir nos patients d'une ornière que j'appellerais neurocomportementale, où la lésion a créé des déficits indéniables, qu'on constate en phase aiguë, en unité neurovasculaire et qu'on constate ensuite en unité de rééducation. Ces déficits ont fait en sorte que le patient s'est auto-imposé une hypoactivité. Et on sait aujourd'hui que cette hypoactivité est elle-même un empêcheur de plasticité, une inhibition de la plasticité, une inhibition de la réparation périlésionnelle, et donc en fait une aggravation de la lésion. Et il faut absolument qu'on sorte nos patients de ce cercle vicieux, cette ornière. Il faut, là où on peut intervenir, que nous intervenions, c'est-à-dire sur l'hypoactivité. Il faut faire un traitement physique, si possible avec répétition et intensité, qui permettrait de sortir, voire d'inverser ce cercle vicieux. Voilà, donc l'hypothèse, c'est bien que la lésion a créé une récupération spontanée, entre guillemets, mais incomplète, et que notre action en tant que rééducateur, notre entraînement, peut permettre quelque chose de plus voulu, peut-être plus tard si on le fait trop tard, mais certainement plus complète que la première. Et donc, en conclusion, j'aimerais paraphraser et approuver Quackel en Hollande qui nous dit depuis quelques années que les fameuses prédictions par nous autres, par nous tous, tous les jours au lit du malade, du devenir fonctionnel, ont tout de même souvent une tendance au pessimisme excessif. Quand on voit toutes ces possibilités de plasticité, quand on voit ce que j'espère, j'aurai l'occasion de montrer un petit peu tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'on a une tendance un peu trop systématique à annoncer le pire aux gens. Certes, ça nous déresponsabilise, mais c'est pas bon pour la psychologie du patient, et c'est aujourd'hui plus en accord avec les études que nous avons dans les 10, 15, 20 dernières années. Je vous remercie. Parce qu'on est en retard de 1 heure. Une seule question. Après la MSC, donc est-ce que c'est
le cerveau après un AVC peut être plastique jusqu'à une certaine date, c'est la vie. Et dans votre protocole de rééducation, est-ce que cette plastique cérébrale, est-ce que vous avez changé quelque chose pour les protocoles en rééducation? Les deux réponses seront très simples. Jusqu'à quand il est prouvé aujourd'hui que la plasticité du cerveau, c'est-à-dire cette capacité de modification des connexions somatiques, dure toute la vie, et que qu'on commence une rééducation à un jour, un mois, un an ou 30 ans, on a une chance de faire progresser les connexions neuronales du patient dans le présent. Alors, deuxième point, je vais y venir après. Deuxième point, bien sûr, personnellement, en apprenant cette littérature, j'ai modifié mes façons de me comporter avec les patients, c'est-à-dire de me comporter pour que les patients se comportent eux-mêmes de façon différente. Il est clair qu'on a des évidences considérables aujourd'hui sur le bénéfice de l'intensité du travail proposé aux patients, de la durée quotidienne et de l'intensité. Donc il faut un jour se mettre à comprendre que si on évite l'intensité et que si on évite, entre guillemets, la fatigue du patient, on évite les modifications bénéfiques plastiques cérébrales et qu'on donne moins de chance à nos patients. Donc bien sûr, moi j'ai ajouté de l'intensité de la durée au travail que je demande avec les patients. On arrête pour aggraver la situation de l'atteinte motrice. Nous commençons par professeur Prada. Et tout d'abord, nous la remercions énormément d'être parmi nous. Elle va nous exposer l'atteinte de l'aphasie et la rééducation de l'aphasie chez les cérébraux lésés. Madame Prada, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je remercie particulièrement la Sotumaire et le professeur Ben Salah de m'avoir permis de venir à cette réunion, m'avoir fait l'honneur de m'inviter. C'est toujours un grand plaisir de venir parmi vous en Tunisie, un plaisir de venir au plan professionnel et un immense plaisir de venir aussi dans votre pays, qui est absolument magnifique. Je suis vraiment maintenant très attachée. Depuis 2004, où pour la première fois, j'ai eu l'opportunité de venir parmi vous pour déjà une session de la Sotumaire. Je voulais aussi remercier les précédents orateurs qui ont montré l'importance de l'action nationale et de ses conséquences en vie quotidienne. Le professeur de Guy a dit que finalement tout comportement avait une composante motrice. Je vais compléter en disant que vraiment tout comportement a aussi une composante cognitive extrêmement importante. Je crois qu'on est en double tâche, c'est un équilibre. Céder la parole à une de nos collègues. Un 30 décembre, il y a 5 ans, elle a eu une rupture d'anévrisme brutale et elle s'est réveillée du coma avec une hémiplégie droite, essentiellement avec des troubles sensitifs, et puis une aphasie. Et elle nous dit, à ce moment-là, je ne pouvais plus parler et je ne pouvais même pas demander mes lunettes. Et elle avait ces troubles élémentaires de communication. Vous pouvez, même si je ne suis pas sûre que vous ayez complètement entendu, on avait répété, mais je ne suis pas sûre que ça ait complètement marché. Vous avez pu entendre qu'elle gardait une difficulté de langage, mais qu'elle est maintenant un langage extrêmement fluent et propositionnel. Et cette jeune femme, après une rééducation intensive et complexe, auquel elle a eu une participation absolument acharnée dans l'intensivité, eh bien, cette jeune femme, elle a repris une activité professionnelle et elle est actuellement assistant en gynécologie. Et elle poursuit son cours d'activité professionnelle. Alors, bien sûr que tous les patients aphasiques n'auront malheureusement pas forcément cette histoire
favorable, mais je pense que c'était quelqu'un qui permettait de nous dire, et c'était son choix aussi de témoigner, que ça valait la peine de se battre pour les aphasiques. Alors, un mot d'introduction sur les fonctions cognitives. Vous savez que les troubles des fonctions cognitives après lésion cérébrale dépendent pour une part des localisations de ces lésions. C'est ce qui a été décrit depuis Broca ou Charcot. Et certains troubles cognitifs sont plus fréquemment observés dans la lésion cérébrale gauche. Et c'est le cas de l'aphasie qui doit toucher le langage oral, comme on a pu l'entendre, mais aussi le langage écrit. Souvent, cette aphasie, elle n'est pas isolée, elle peut être associée à un trouble du calcul, et les chiffres au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis des troubles du geste qui ont été évoqués tout à l'heure. On verra dans la deuxième partie, dans la deuxième communication, un trouble cognitif plus particulièrement associé, lui, à une lésion cérébrale droite, qui est la négligence spatiale unilatérale. Mais là encore, ce n'est pas forcément un trouble isolé, puisqu'il peut exister d'autres troubles cognitifs, tels que la nosognosie, la méconnaissance du trouble, la somatognosie, la trouble de la connaissance de son propre corps, des troubles de l'habillage ou des troubles de l'attention. Vous voyez que dans ces lésions focales, il est très fréquent que ces troubles cognitifs soient non seulement pas isolés entre eux, mais bien sûr associés à une hémiplégie. Et la coexistence du trouble moteur et du trouble cognitif va influer sur l'évolution et sur l'autonomie, à la fois au plan moteur et au plan cognitif. Alors, il y a d'autres fonctions cognitives que ces fonctions très latéralisées, qui peuvent être aussi touchées dans des lésions unilatérales, mais souvent un peu moins au premier plan. Ce sont les fonctions exécutives ou fonctions frontales, qui peuvent être atteintes on a vu que c'était des atteintes plus rares, comme les atteintes de la cérébrale antérieure, ou des atteintes plus postérieures, comme les atteintes occipito-temporales ou pariétales, avec des troubles de la reconstruction d'image visuelle, et enfin on peut avoir des lésions bilatérales complexes qui entraînent des troubles de la mémoire. Alors l'aphasie après AVC, c'est extrêmement fréquent, c'est décrit entre 18 et 38% après axe vasculaire hémisphérique gauche. Alors la quantité, la proportion d'aphasie va aussi dépendre du moment où on va tester les patients, et bien sûr qu'à la phase la plus aiguë, il y a plus de symptômes aphasiques qu'à plus grande distance. L'étude de l'Institut coopératif de Copenhague avait montré les possibilités d'évolution spontanée, en particulier dans le cours de la première semaine, en lien avec des choses qui ont été exposées là déjà par Jean-Michel Graciès. Et puis, si on a des critères pas trop sévères d'aphasie, il y a au minimum 20% d'aphasie après un AVC. Alors, l'aphasie, ce n'est pas un symptôme unique, unitaire, il n'y a pas l'aphasie avec une seule forme d'aphasie. L'aphasie, c'est un trouble du langage, ce n'est pas un trouble de la parole, c'est un trouble du langage, à la fois du langage oral, mais aussi du langage écrit. Ça touche l'expression, la capacité à parler, mais aussi la capacité à comprendre, la capacité à écrire comme la capacité à lire et à comprendre ce qu'on lit. C'est donc ce phénomène extrêmement complexe qui va toucher les différentes formes de langage, pas forcément de façon totalement homogène. Vous avez tous appris les différentes formes de l'aphasie qu'on peut définir de façon assez classique comme l'aphasie non fluente ou de l'aphasie de Broca, ces patients qui parlent peu et qui comprennent bien. La jeune fille qu'on a vue, elle avait une forme d'aphasie plutôt de type Broca, elle a toujours assez bien compris ce qu'on lui disait, mais par contre elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et puis des aphasies plutôt fluentes, avec des gens qui jargonnent. On va rapprocher de cette aphasie de Wernicke, de gens qui parlent beaucoup, qui jargonnent, mais qui par contre comprennent très mal ce qu'on leur dit. Cette approche de l'aphasie, elle a été enrichie par une approche plus cognitive, qui a été l'apanage des années 1980, des années 2000, où le langage et toutes les fonctions cognitives ont été décrites, quelque part explosées en différentes composantes, et qui sont, par exemple, le lexique, toutes les composantes des mots, la phonologie, toute l'analyse des sons et la reproduction des sons, la sémantique, les connaissances sur le sens et ce que l'on sait sur le monde, à la fois en termes de mots, mais en connaissances plus générales. Et puis, un domaine qu'on oublie souvent dans l'aphasie, qui est la syntaxe. Si on n'a que des mots isolés, on ne peut pas avoir des messages complexes. Et toute l'organisation de la syntaxe et de la grammaire est souvent un peu plus mal connue que le lexique, et moins objet de rééducation, alors même que c'est quelque chose d'absolument essentiel.
L'aphasie, c'est invalidant, on l'a déjà un petit peu entendu, on va le revoir. C'est un trouble majeur de la communication et ça a un effet extrêmement sévère sur la participation sociale, sur la participation sociale à la vie personnelle, à la vie familiale et à la vie professionnelle. Alors, dans l'approche du handicap, on a maintenant l'habitude de se référer à ce modèle de la CIF qui met en évidence finalement la complexité des difficultés auxquelles on est confronté dans le monde de la médecine physique et réadaptation et auxquelles sont confrontées les personnes qui viennent de souffrir d'une pathologie. Vous voyez que dans ce modèle, finalement, le problème de santé est un des éléments qui rentre en jeu. Et ici, c'est l'axe vasculaire cérébral. Le langage oral, les déficits du langage oral et du langage écrit correspondent aux lésions organiques. C'est la partie émergée, finalement, c'est ce qui est défini par l'aphasie. Mais et dans ce modèle aussi, une composante plus organique qui sont, qu'est-ce que l'hémisphère, comment sont portées les fonctions cérébrales du langage et quelles sont les capacités de récupération. Et vous verrez qu'on peut rejoindre des éléments qui ont déjà été parfaitement exposés par Jean-Michel Graciès, mais que l'élément essentiel pour notre spécialité et pour les personnes, ce sont les conséquences en termes d'activité et de participation, puisque finalement, nous, ce qui va nous importer, ce qui va apporter aux personnes, c'est, Blandine tout à l'heure, de pouvoir demander ses lunettes ou de pouvoir reprendre son activité professionnelle. Et on verra que finalement, la rééducation du langage est un moyen, et que tout notre objectif, c'est de participer à cette amélioration de la communication, de l'activité et de la vie sociale, en influant sur les différents facteurs. Alors l'approche anatomique du langage, depuis Broca, on avait appris qu'on comprenait le fonctionnement du cerveau en regardant un symptôme, une lésion, et on déduisait que l'endroit porteur de la lésion était le porteur de la fonction. On s'aperçoit que c'est finalement probablement beaucoup plus compliqué que ça, et qu'à cette vision très localisationniste du langage, avec une vision très hémisphérique gauche du langage, on s'aperçoit maintenant avec les données de l'imagerie cérébrale, d'une part que le langage est beaucoup plus sous-cortical qu'on ne le pensait au départ. Dans les visions du début du XXe siècle, on pensait que le langage était totalement cortical. On sait maintenant qu'il y a un rôle extrêmement important des ganglions de la base pour mettre en jeu le langage. Et puis se développe progressivement l'importance du rôle de l'hémisphère droit dans le langage, même si les lésions de l'hémisphère droit se traduisaient par peu de symptômes au niveau du langage. Par contre, l'hémisphère droit, dans le fonctionnement cérébral hors des lésions, a un rôle extrêmement important dans ses fonctions langagières. Et à côté de ces propositions de localisation cérébrale, se mettre en place plutôt une vision du cerveau qui est une organisation en réseaux neuronaux, plus qu'en localisation en zones juxtaposées qui porteraient chacune une fonction. Lorsque nous apprend l'imagerie cérébrale, et on va continuer les choses qui ont pu être montrées déjà par Jean-Michel Graciès, vraiment une des études de référence sur l'aphasie, c'est cette étude de Dorothée Sor qui montre que le fonctionnement cérébral en ce qui concerne l'aphasie est extrêmement mobile dans le temps après la survenue d'un accident vasculaire. C'est une étude qui regroupait 14 patients aphasiques où a été testée la compréhension du langage en IRM fonctionnel à la phase aiguë à 2 jours après l'accident vasculaire cérébral, à distance courte de l'accident vasculaire à peu près 15 jours, et puis à 1 an. Et ce qu'on voit, c'est que l'activité à 2 jours après l'accident vasculaire cérébral, il y a une quasi-suspension de l'activité du langage et de l'activité de compréhension, comme s'il y avait une espèce de coup de tonnerre qui avait interrompu l'activité cérébrale du langage. À 15 jours, une reprise d'activité à la fois au niveau de l'hémisphère gauche, mais aussi au niveau de l'hémisphère droit. Et en fait, cette activité de l'hémisphère droit à 15 jours est plus importante que chez le sujet contrôle. Et puis 1 an après, ce qu'on retrouve, c'est une réactivation surtout de l'hémisphère gauche et peut-être moins de l'hémisphère droit. Et progressivement,
les conceptions de la récupération du langage, et en particulier de la récupération du langage après rééducation, qu'en majorité, les patients vont récupérer leur langage de façon spontanée, plus particulièrement après rééducation, par l'hémisphère gauche, quand même par des gens qui étaient plus impliqués, et que finalement l'hémisphère droit serait peut-être impliqué, surtout chez les patients qui récupèrent mal du langage. De ces hypothèses, on retrouve aussi suggérée l'hypothèse de maladaptation du langage et de l'hémisphère droit. Peut-être que cette adaptation, quand on voit cette activation de l'hémisphère droit, on peut l'interpréter comme étant favorable, mais on peut aussi l'interpréter comme étant défavorable, comme étant peut-être une maladaptation, et peut-être que pour avoir une bonne récupération du langage, il faut récupérer par le cerveau gauche, et cela peut amener à des propositions de traitement qui ont déjà été évoquées par Jean-Michel et qu'on verra dans la négligence, dans cette hypothèse maladaptative contralatérale, qui serait peut-être d'aller inhiber la récupération contralatérale afin de favoriser la récupération par le cerveau, le côté du cerveau qui est plus particulièrement impliqué dans cette fonction. Les conséquences de ces troubles du langage oral en termes de communication peuvent être mesurées par des échelles, et il y a finalement, de façon plus tardive, le développement de ces moyens de mesurer la communication. Les échelles de langage sont bien plus classiques, elles ont été décrites depuis maintenant plus de 60 ans. Par contre, ces échelles qui vont mesurer les capacités de communication sont beaucoup plus récentes. Je peux que vous recommander l'utilisation de cette échelle qui a été développée par l'équipe de Jean-Michel Mazot à Bordeaux, qui est à partir d'un entretien semi-dirigé des personnes. On va pouvoir demander aux personnes quelles sont les conséquences de leur aphasie au quotidien dans différentes situations de la vie quotidienne, pour le langage, qu'il soit du langage sur des choses simples, mais aussi sur des domaines abstraits, puisque notre vie au quotidien, c'est pas simplement de demander où sont nos lunettes, c'est aussi de pouvoir s'entretenir de domaines qui sont des domaines de l'affectif, des domaines de l'abstrait, des domaines de la politique. Et il faut pouvoir évaluer les conséquences en termes de qualité de communication pour les personnes, et ces outils non seulement nous permettent de mieux comprendre les personnes, mais aussi de mieux comprendre l'efficacité ou la relative efficacité de notre rééducation. Alors, ce qu'avait montré une étude chez 127 patients faite par Jean-Michel Mazot, c'est l'importance des troubles à plus de 4 ans, et les patients, plus de la moitié des patients, se plaignaient de difficultés pour écrire un courrier, des documents administratifs. Et les conversations sur les sujets abstraits est une plainte qui apparaît chez près de 60% des patients. C'est une gêne vraiment au quotidien extrêmement importante. Le téléphone est aussi une des grandes difficultés des personnes aphasiques. Vous voyez quelle importance on a dans notre quotidien pour le téléphone. On peut, à partir de ces outils, montrer qu'il faut bien sûr rééduquer le langage, mais qu'il faut certainement aller plus directement travailler aussi la communication des personnes. Et si on reprend toujours notre modèle, on pourra proposer, dire que la rééducation, c'est bien sûr proposer une rééducation qui va être dirigée de façon spécifique sur le langage, mais c'est aussi travailler des techniques de communication, elle est favoriser l'utilisation du langage au quotidien, et puis c'est aussi agir sur les facteurs environnementaux afin de favoriser l'intégration et la participation des personnes. Notre jeune femme aphasique de tout à l'heure, il a fallu quand même aller batailler avec l'institution hospitalière et l'institution universitaire pour qu'on puisse faire reprendre une activité quand même adaptée à cette jeune femme qui avait une séquelle d'aphasie et une petite séquelle d'hémiplégie. Et ça, c'est tout le rôle qu'on a au niveau environnemental. Donc voilà les grands principes de la rééducation de l'aphasie. Est-ce que c'est une rééducation du langage, une rééducation de l'aphasie, ou plutôt une rééducation avec les personnes aphasiques? L'objectif, c'est de réduire la limitation de communication, favoriser la communication, favoriser la participation sociale, avec 3 stratégies. L'approche dirigée sur le déficit, on a le but de restaurer une fonction linguistique par un traitement linguistique spécifique. On corrige les fonctions organiques et on fait l'hypothèse que cette amélioration de la fonction linguistique va se transférer au quotidien
pour améliorer la communication. Vous savez que ce n'est pas toujours aussi simple et que le problème du transfert en vie quotidienne est un des problèmes majeurs des questions importantes de notre spécialité. Le deuxième point, c'est l'approche fonctionnelle. C'est travailler directement la communication à partir de scripts, par exemple, ou de mise en situation spécifique. Il y a aussi des programmes tels que la PES qui vont faire travailler l'échange d'informations entre le rééducateur et le patient. Et puis, la troisième approche que je vous montrais, c'est l'approche axée sur la participation. On peut aussi être amené à former l'entourage, former les familles, apprendre à écouter un patient aphasique, apprendre à lui laisser le temps de la parole. Ces trois approches, elles ne sont pas exclusives, elles sont plus complémentaires, et c'est l'ensemble de ces approches qui vont permettre, dans la majorité des cas, d'améliorer le fonctionnement des personnes. Un mot pour vous montrer que, quand même, la rééducation du langage est quelque chose d'absolument indispensable. Ça doit se référer à des modèles. Alors, on peut apprendre des modèles sémiologiques. Il n'y a pas un meilleur modèle qui soit forcément meilleur qu'un autre, mais ça nécessite une bonne analyse du trouble du langage d'abord. Et juste un mot pour vous montrer l'exemple d'une rééducation qui a été développée dans le service par des orthophonistes, qui est une rééducation axée sur le lexique, sur un trouble phonologique du lexique. Et vous voyez qu'on ne va pas se contenter de faire répéter des mots, il y a un travail très spécifique sur la phonologie et un ordre hiérarchisé pour faire travailler l'arrangement des lettres chez ce patient, qui apparaissent sur l'écran des images. Il faut travailler à la fois la composante écrite du mot, mais aussi sa composante verbale, pour arriver à la fin de l'élimination et à un apprentissage du mot. Et on avait pu montrer que cet entraînement spécifique du langage permettait une récupération, un apprentissage des mots entraînés, et même en plus avait un transfert, capacité de transfert sur des mots non entraînés, et pouvait améliorer, pour une part, la vie quotidienne. En pratique, quand commencer? Alors, il n'y a pas énormément d'études, et on va s'appuyer beaucoup sur les méta-analyses de Robet qui avaient été reprises par Pierre-Alain Joseph. Quand commencer? Le plus tôt possible, sûrement, mais ce n'est pas démontré. Et c'est sûr que c'est mieux de commencer trop tôt, mais il n'y a pas de retard majeur, et en tout cas, ce que vous disiez pour la motricité, ça vaut la peine de commencer, même avec retard. Très tôt, c'est plus difficile qu'en motricité, il faut quand même que les gens soient disponibles, et il n'y a pas de mobilisation passive du langage, donc il faut quand même que les patients soient suffisamment coopérants à la rééducation. Quel rythme? Au minimum 3 à 5 séances par semaine au début, et même probablement plus. Certaines études, en particulier l'étude de Bogal, montraient que les études qui avaient montré le plus d'efficacité étaient des études avec un caractère intensif certain, plus de 8 heures de rééducation par semaine. Et il a été proposé des rééducations contraintes. Et j'étais intéressée quand Jean-Michel disait finalement dans le côté de contrainte, c'est pas le fait de bloquer, c'est au contraire le fait d'être intensif. Et ces rééducations contraintes de langage sont en fait des rééducations intensives, où on bombarde les patients pendant une quinzaine de jours avec un entraînement très spécifique du langage. Moi, je suis absolument persuadée de ces rééducations extrêmement intensives. Je pense que des rééducations un peu plus extensives sont importantes. Quels moyens pour augmenter le temps de rééducation? Je pense que c'est des choses qui sont proposées en motricité aussi. C'est le travail personnel. L'orthophoniste va non seulement entraîner la personne, mais va aussi lui donner des exercices répétés afin d'augmenter le temps de rééducation par un temps de travail personnel. Quand arrêter? Ça dépend des objectifs de rééducation et de l'efficacité de la rééducation. Et par qui? C'est les orthophonistes qui sont les paramédicaux qui sont le plus à même à rééduquer les troubles du langage. Il avait été montré par certaines études que même la rééducation par un orthophoniste est plus efficace que si on avait quelqu'un qui était simplement de bonne volonté et qui suivait les indications. Donc c'était cette étude-là qui montrait l'importance des rééducations, du caractère intensif des rééducations, en tout cas dans les premiers mois. Donc, il y a des approches complémentaires des techniques de rééducation de l'aphasie, l'importance du handicap, et puis de redire que le trouble du langage, il n'est pas isolé. On ne peut pas fragmenter les personnes. Ces personnes, elles sont souvent une séquelle d'une hémiplégie, une aphasie, et c'est la prise en compte des difficultés associées de la personne qui va permettre de faire un processus plus global de rééducation et de réadaptation après l'extravasculaire cérébrale.
avec un rôle majeur de coordination médicale de la médecine physique et réadaptation. C'est vrai qu'on nous pose la question de temps en temps, mais pourquoi est-ce que les médecins de médecine physique s'occupent de cognition? Parce que le cerveau, c'est aussi physique que le muscle, et les conséquences de la cognition sont aussi pratiques que les conséquences de l'amputation. Et donc, les médecins de médecine physique, on était avant la spécialité de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, on nous posait un peu moins la question. Oui, les médecins de médecine physique, on a un rôle absolument essentiel dans la coordination de cette rééducation. Je vous propose peut-être d'enchaîner directement sur On a vu maintenant les troubles des patients plutôt après lésion hémisphérique gauche, donc des patients qui ont des troubles du langage. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement aux patients qui ont des troubles après une lésion hémisphérique droite et qui présentent une négligence spatiale unilatérale. Le patient précédent avait des troubles du langage. Là, après lésion hémisphérique droite, les patients n'ont pas de troubles du langage, en tout cas pas en termes de déficit du langage. Par contre, ils ont ce symptôme extrêmement bizarre, décrit beaucoup plus tard que l'aphasie, alors même qu'on le rencontre fréquemment quand on sait l'observer, qui est cette incapacité à prendre en compte et à agir dans un hémi-espace, en général l'espace gauche, qui fait que les patients peuvent se comporter comme si l'espace gauche de leur corps, mais aussi l'espace gauche autour d'eux, comme si cet espace gauche n'existait pas. Quelle est la fréquence? On va retrouver finalement quelque chose d'assez proche de l'aphasie. C'est si on prend des tests assez larges qui vont mesurer les différents aspects de la négligence spatiale unilatérale. Je vais vous montrer cette batterie qui est la batterie d'évaluation de la négligence. On voit qu'au moins un test est pathologique à 3 mois de l'AVC chez plus de 80% des cérébrolésés droits. Donc plus de 80% des cérébrolésés droits auraient au moins un élément de négligence spatiale unilatérale à 3 mois de l'accident vasculaire. Et on voit que ça existe même chez les cérébrolésés gauches, même si on en parle relativement peu. C'est certainement un mécanisme un petit peu différent, mais les cérébrolésés gauches peuvent aussi avoir des négligences spatiales unilatérales. Là encore, des conséquences au quotidien extrêmement importantes, avec des possibilités de mesurer, en particulier l'échelle Catherine Berger-Beau qui a été développée, permet de quantifier les conséquences en vie quotidienne. Vous savez que cette incapacité à prendre en compte et à agir, elle peut se manifester dans tous les gestes de la vie quotidienne. La toilette, des patients qui ne vont se laver que la moitié du corps, se raser que la moitié du visage, se maquiller que la partie droite du visage. Des patients qui vont oublier de manger ce qui se situe de la partie gauche de leur assiette, ou dire tiens, aujourd'hui il n'y avait pas de dessert, mais non, parce que le dessert avait été apporté sur la gauche, et ils ne l'ont pas pris en compte, ils n'ont pas pu le voir, ou en tout cas y faire attention. Ça se manifeste aussi en lecture, activité de la vie quotidienne, de la capacité à réagir aux autres. Et il a été montré que l'exercice de négligence spatiale unilatérale, elle retentissait aussi sur les capacités d'autonomie motrice, puisqu'il y a une composante qui va être une attention sur le corps, et la négligence va faire que les séjours à l'hôpital sont plus prolongés, l'autonomie est retardée dans les choses de la vie quotidienne. Alors, comment est-ce qu'on explique ce trouble sur un hémi-espace? Plusieurs hypothèses avaient été faites, en particulier un trouble de la représentation de l'espace. Il est possible que ça intervienne pour une part, mais actuellement, il y a vraiment un accord pour dire que la négligence spatiale unilatérale, c'est un trouble de l'attention spatiale. C'est d'abord un trouble de l'attention spatiale. Donc, qui dit attention dit qu'un phénomène un petit peu fluctuant. Vous savez que vous-même, votre